Vézelay, joli village bourguignon, avec sa basilique romane patrimoine mondial de l'UNESCO, attire chaque année de nombreux touristes et des pèlerins en route pour Saint-Jacques-de-Compostelle. Plusieurs écrivains célèbres ont choisi de venir finir leur vie ici. Près de la maison de Jules Leroy, l'école primaire. Cette école abrite aussi un drôle de locataire qui a passé l'âge des tables de multiplication et des dictées depuis longtemps. C'est Tadeusz Wilk, dessinateur et graveur devant l'éternel. Ce fils d'émigrés polonais arrivé en France avant la guerre de 14 a fait bien du chemin avant d'arriver à Vézelay. J'étais dans le Nord, plein de corons, c'était triste, c'était déprimant et tout. Et j'ai grandi là-dedans, je suis né là-bas jusqu'à l'âge de 17 ans. J'étais à l'école là-bas et tout. Et je me disais quand même, en France, il devrait y avoir des endroits bien plus beaux, une belle campagne, moins triste qu'ici. Et je pensais à Corot, à tout ça, je me disais, c'est là que je voudrais atterrir là-bas quelque part, n'importe où, du moment que je vois tous ces beaux paysages français. Ça doit exister. Bon, puis après, je me suis taillé de chez mes vieux. Et puis je suis atterri à Paris, là. Ah oui, puis j'ai trouvé une place chez Sarteny. Oui. Sarteny était un photographe spécialisé dans les photos de grande dimension, utilisées comme décor sur les plateaux de cinéma. C'est comme ça que je connais tous les studios de Paris, tout partout, puisqu'on allait d'un studio à un autre. Billancourt, Nogent-sur-Marne. Ouais, je sais plus quoi, maintenant j'oublie. Hein. Ouais, on a fait tous les studios, puis j'ai connu plein d'artistes de cinéma. Ah ouais, puis attends, j'ai bossé aussi dans le film Monsieur Vincent. Ah bon, vous faisiez quel rôle? Non, je faisais pas de rôle, mais j'étais toujours avec Sarteny. On a été là-bas photographier dans ces grandes églises du Moyen-Âge et tout, les plafonds et tout, pour que tout ça, ça devait servir pour les décors. Ah oui, comme nous, on était liés au décor. Bon, je suis resté à peu près 2 ans là-bas, puis après je me suis tiré de là-dedans. Moi, la photo, ça m'intéressait. Moi, ce que je voulais, c'est ou rentrer aux Beaux-Arts ou apprendre quelque part, même si c'est pas les Beaux-Arts, autre chose peut-être. Mais après, on n'est que dans la rue, dis non, il fallait bouffer. Puis pas question que je retourne chez mes parents, hein, parce qu'ils auraient tous rigolé là-bas. Ah, tu voulais te sauver, tu voulais devenir un artiste, mais démerde-toi maintenant. Il l'aurait fait? Oh non, ouais, on ne m'aurait pas donné un sou, ni rien du tout. Ah non. Ouais, à ce moment-là, c'était comme ça. Hein. Tu bosses pas, démerde-toi. Bon, alors, j'étais pris un peu au piège, là. Il a fallu, j'aurais bien balayé les rues, n'importe quoi. J'aurais lavé la vaisselle dans les restaurants. Il y avait plein d'étudiants qui faisaient ça. J'ai trouvé du boulot à Bercy. J'allais laver des bouteilles à Bercy. Oui, à l'époque, c'était le grand endroit des négociants en vin. Hein. Ouais. Alors là-dedans, on pouvait bosser comme laveur de bouteilles. Oui. J'allais laver des bouteilles là, puis j'allais après à la Grande Chaumière. Ah bah oui. Je me suis inscrit là-bas, j'allais là-bas, puis à l'Académie Frochot, c'était à Montmartre. Et puis c'est un des employés de chez Sarteny que j'avais bien connu, on était devenus des copains, il y avait 1 an ou 2 ans de plus que moi. Il m'a dit, tu sais qu'il va y avoir une exposition de dessin à Montmartre, dans la mairie. Il dit, c'est pour aider les élèves des Beaux-Arts, là. Bon, on était 5. Alors, puis c'était basé sur le communisme, mais je crois que le maire était communiste, il s'appelait Arrigui.
Bon, bah, c'est comme ça qu'il m'a forcé à donner quelques dessins. Je les ai mis, c'est eux qui ont fait les passe-partout, tout ça, quand ils avaient l'habitude, ils l'ont fait. Et puis après, il y a eu le vernissage, et comme j'étais à moitié sauvage, je n'ai pas voulu y aller. Ah ouais, puis attention, hein, parce que là, je me suis dit, ça, mon petit gars, hein, tu veux être un artiste, ben on va le voir. Là. Ou tu es une merde, ou alors ils vont dire, oh là là, comme c'est bien. Oui. C'est l'un ou l'autre. Alors c'est surtout ça que j'avais peur. Je me suis dit, non, non, moi j'y vais pas. J'aime mieux que mon copain me le dise après, si oui ou non ça a été. Vous aviez peur de la sanction? Voilà. Parce que depuis mon enfance, je croyais que j'étais quelqu'un. J'ai dit, non, de Dieu, si quelqu'un pouvait m'apprendre pour me perfectionner un peu, tu vas voir, je vais leur en foutre plein la vue. J'en suis sûr et certain. Je disais à mes copains, toi, tu sens pas que tu vas devenir quelqu'un? Les mecs, ils disaient, non. Quand je me suis barré à Paris, j'ai dit, allez, les gars, je vous dis au revoir. On se reverra quand je serai devenu quelqu'un. Oh, ça, ouais. Et tout ça, c'est de ma faute parce que je me sauve à chaque fois qu'il y en a qui viennent me chercher. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour me tendre la main et puis je m'en vais. C'est comme une espèce d'autodestruction. Ouais, bah oui. Je sais que ça existe, ça. Oui, et puis Il y a des gens qui se... sous-estiment, c'est une façon de... Puis ouais, peut-être ça aussi. Le lendemain, le gars, il s'amène, il dit, tu vois, t'es complètement con, hein. Merde. J'ai voulu qu'on mette tes dessins là-bas. Et tu sais pas que ils ont hésité à te donner le premier prix? Oh là là. Oh, dis donc, je me suis dit, pour moi, c'était bien parce que je me suis dit, moi qui me croyais quelqu'un, depuis que je suis petit, j'étais sûr que j'ai du talent et tout. Du coup, ça m'a remis d'aplomb parce que je me suis dit, là j'avais peur parce que je me disais, ça va être une sacrée sanction. Ouais. Là, ça va être des connaisseurs parce qu'il y avait un jury. Il y a les professionnels, des peintres, et puis des mecs intellectuels, journalistes, je ne sais pas quoi et tout. Eux, ils auraient voulu me donner le premier prix parce que mes dessins, comme je vous ai dit, étaient émouvants. Ça exprimait quelque chose. Exprimaient quelque chose, et je transmettais que ça faisait que tout le monde tombait en arrêt. Les connaisseurs, ceux qui ont le nez fin, ils disaient, tiens, ce mec-là, il y a quelque chose qui devrait sortir de là-dedans. Mais les professionnels, ils ont dit, quand même, les autres, ils sont déjà tapés 4-5 ans de Beaux-Arts. Merde, ils ont... Non, mais c'est vrai, ils ont ils ont du métier. Oui. Et eux, quand ils font un tableau, un dessin, c'est bien construit et tout, ils font gaffe à tout. Alors que moi, c'était du spontané et vas-y comme je te pousse, quoi. Mais c'était bien. Mais après, si, j'ai exposé un peu dans certains endroits, dans des mairies, tout ça. Ouais, non, mais tout le monde, aussi c'est que tout le monde me prenait mes dessins. Puis là, à Montmartre, et c'était plein de touristes, ils avaient tout acheté mes dessins. Ça vu que j'ai des dessins un peu partout, mais ça c'est normal. Mais après, je me suis dit, bon, tout ça c'est bien beau, mais il faut que je gagne ma croûte. Il me faut une maison. Il faut que je me gagne du fric. Et puis j'ai rencontré 3 décorateurs. Le père, qui avait appris la décoration à Bruxelles, mais c'est en France. Hein. Et puis ces 2 garçons, ils étaient été formés à Reims, dans une école de décoration à Reims. Eux, ils savaient faire les lettres et tout ça, ils vous écrivaient à la perfection des panneaux et tout, comme ça se faisait dans le temps. Ils faisaient des faux bois, du marbre et des trucs comme ça, quoi. C'était pas des tableaux, mais c'était rien que l'artisanat, quoi. Oui, bah oui. Non, mais ils gagnaient bien leur compte. Puis comme ils avaient vu mes dessins, merde, je les avais rencontrés par hasard. Le vieux, il a dit, tu veux pas venir nous donner un coup de main? Il va travailler quelques années avec eux avant de se mettre à son compte. Il gagne bien sa vie et s'achète une maison en Savoie où il va vivre jusqu'à son départ définitif pour Vézelay. Il ne fait plus guère de gravures à l'eau forte, trop salissantes
et trop de manipulation. Mais il continue assidûment le dessin, travail minutieux, toujours monochrome. Parce que j'ai plutôt le sens du trait, plutôt que le côté plastique de la peinture. Il y a le côté linéaire qui m'intéresse davantage que les volumes et tous ces trucs. Voilà. Quoi qu'on m'a toujours conseillé aussi de faire un peu de modelage pour avoir le sens des volumes, pour dessiner en 3 dimensions, quoi. Et ça peut apporter quelque chose. Oui, ça donne quelque chose de... Oui, ça fait un dessin moins plat qu'un dessin ordinaire. Ça donne des sensations qu'on peut tourner autour, si on observe bien les valeurs. Et donc la couleur ne vous a jamais manqué? Non. Au contraire, j'étais fasciné par le noir et blanc et par les enchevêtrements des traits et tout ça. Il y a des effets terribles là-dedans. Oui, ça peut aller jusqu'au drame, ça dépend comment ça a été gravé et tout. Hein, ça peut aller loin dans les sentiments. Il y a tous les sentiments humains, ils passent en noir et blanc. Comme la sculpture, la peinture et tout. Sauf que c'est un autre mode d'expression. Plus dramatique peut-être. Ouais, plus dramatique. Ça fait plus un peu comme Rembrandt. Il rajoute du drame à ses traits. Au début, il fait probablement une gravure à l'eau forte. Hein? Alors c'est des traits impersonnels, c'est des traits sans vie ni rien. Mais après, il intervient avec la pointe sèche où on reprend tous ces traits-là en appuyant plus ou moins fort. C'est là qu'il passe tous les sentiments qu'il a en lui, quoi. Sûrement, j'ai dû voir énormément de gravures de Rembrandt. Et comme j'étais un espèce de type fasciné par ça, j'avais au moins plus d'un millier de dessins à la plume de Rembrandt. Pas photographiés, bien sûr, hein, au laser, etc. Bon, c'est en bistre, en couleur bistre. Et c'est là qu'on voit la dextérité de ce bonhomme. Il arrive à vous transmettre des sentiments avec presque rien, juste quelques petits traits. Et puis on voit quelqu'un qui prie, mais avec ferveur. On est presque croyant aussi. Au début, il vous transmet la spiritualité. Oui, alors on comprend là qu'il faut énormément de boulot. Hein. C'est pas comme ça en faisant 3-4 croquis par jour que vous y arriverez. Il faut en faire plein. Et puis pendant des années. Et dans le dessin, au début on est bien emmerdé pendant les premières années. Puis tout d'un coup on passe un cap. On est plus à l'aise, on commence à faire sans trop réfléchir. Il vous a fallu combien de temps pour acquérir une certaine maîtrise? Certains disent qu'il faut 10 à 15 ans pour faire un graveur. J'ai peut-être bossé au moins 7-8 ans quand même. Hein. Mais attention, il y a encore des choses qui interviennent très difficiles. Acquérir une technique, même à la perfection et tout, ça ne veut rien dire. Ça ne veut pas dire que vous êtes une artiste. Par exemple, vous pouvez peindre un peu comme un trio avec plein de défauts et tout ça, s'occupe même plus de la perspective. Les bonnes femmes qui se trimballent dans les rues sont trop grosses, elles ne peuvent même pas rentrer dans les maisons. Mais l'ensemble, il se passe quelque chose. C'est comme une grosse pile qui émet des ondes qui vous pénètrent. Il y a comme un message qui va communiquer avec les gens. Je n'avais pas tellement l'occasion de
rencontré des graveurs. Il y avait un voisin qui avait acheté une maison à côté de chez moi, où j'habitais dans la Seine-et-Marne. Et lui, croyait en moi, ce bonhomme-là, c'était un aquarelliste du quartier latin. Là. Il faisait plein d'aquarelles pour les Américains et tout ça. Les touristes. Ouais, il disait, moi je suis du commercial, mais vous, attention, vous avez quelque chose dans la peau. Il faudra sortir ça de là. Oui, alors lui, il m'a acheté du papier hollandais, un paquet de 500 feuilles. Il dit, j'avais l'occasion d'acheter ça au quartier latin, il y en a un qui se débarrassait de son papier, il les avait à bas prix. Il m'encourageait comme ça, lui. Il m'achetait du beau papier et tout, puis il m'expliquait voici comment ça fonctionne une gravure. Parce que moi je croyais qu'on mettait un papier sec sous la presse avec la plaque ancrée et tout, puis ça allait se reproduire, tiens, ça donne rien du tout, vous pouvez laisser tremper les papiers toute une nuit. Et puis après il faut les essorer avec un rouleau à pâtisserie pour enlever le plus haut. Puis même des fois, si on enlève 2 trous, ça ne donne rien non plus. C'est un sacré casse-tête. Combien de fois je l'ai foutu tout ça en l'air, je recommencerai plus, j'en ai plein les bottes de cette saloperie de gravure. J'y arriverai jamais. La plaque et le papier essoré sont disposés sur le plateau de la presse. Un tissu, le lange, assure une pression supplémentaire qui permet au papier d'aller chercher l'encre jusqu'au fond des tailles. Grâce à ce bonhomme-là du quartier latin, il m'a dit, moi je peux vous faire obtenir une presse pas trop chère. C'est un artisan qui fait ça en Lorraine. On va lui écrire et qu'il vous en fera une. Puis il m'a conseillé la dimension et tout. Pas trop grande ni trop petite, entre les deux, comme c'est celle-là qui est ici. Il m'a dit, vous savez, il y a un grand graveur qui vit encore, il s'appelle Frélot. Il habite dans la Grande Brière. La Grande Brière, c'est au sud de Nantes, là-bas. Il y a plein de marécages par là. Et puis il faisait que des gravures sur l'eau, les roseaux, des thèmes vachement simples. Une vieille barque abandonnée, des roseaux, et puis c'est tout, un saule et tout, mais là on vibre aussi. Hein. L'école de Barbizon que vous connaissez sûrement, il y avait un peintre, Daubigny, qui s'appelait. Il a redécouvert les dessins et les gravures de Rembrandt, parce que ça s'était perdu un petit peu. Ouais, la mode était passée au 19e siècle, ils s'en foutaient pas mal des Rembrandt et tout, les mentalités changent. Lui, il veut refaire ça. Il va copier les gravures de Rembrandt. Il va s'obstiner à les copier vachement bien et tout, pour réapprendre le métier. Ouais, et alors quand et puis il fait des gravures, nom de Dieu, elles sont vachement belles, on croirait je sais pas quoi, mais c'est génial. Donc c'est Daubigny, il va se remettre à faire la gravure, il va tout réinventer, refaire d'après Rembrandt, il trouve toutes les solutions là-dedans. Il va découvrir l'œuvre d'un peintre hollandais, contemporain de Rembrandt, Salomon van Ruysdael. Cet homme-là, il avait peint un petit tableau comme ça qui s'appelait le coup de vent. C'est un arbre qui se bascule parce que le vent souffle là-bas en Hollande et tout. C'est la première fois dans l'histoire de l'art qu'on met un arbre mouvant qui remue par rapport au temps. Parce qu'avant ils étaient statiques, c'était un arbre et c'est tout, mais pas de vie là-dedans. Lui, il montre les feuilles qui s'envolent et tout. Et il y a un mec qui passe sur le côté dans un bout avec 3 chiens. Ça fait superbe. Alors quand Daubigny a vu ça, il s'est dit merde, je vais en faire une gravure. Il n'y a rien à faire. Il a d'abord redessiné. Et puis il a fait une gravure. Il expose au salon des indépendants, je ne sais plus où là-bas. Et puis ça s'est tellement bien vendu qu'il s'est acheté une baraque.
Il a peut-être fait 200 exemplaires. Ça s'est vendu comme des petits pains, sa gravure. Mais c'était une copie. C'était une copie, une simple copie. Mais je veux Ouais, dire, c'était pas lui qui l'avait inventé, c'était l'autre. C'était Roussel qui l'avait peint en peinture à l'huile, et lui, il en a fait une gravure. Et vous avez fait ça aussi Ouais, de copier les autres, oui. Ouais, au début, il y a plusieurs écoles, ils ont dit il faut jamais copier les anciens, puis il y en a d'autres qui disent oui. Moi je l'ai fait, ça on apprend bien plus vite. Hein. Ah oui, on apprend bien, voilà, on est face à face avec le bonhomme qui a fait ça. On le sent, on sait, c'est comme si on était lui presque. Elle était sur le coup. Moi je fais comme les anciens. D'abord pour être graveur, il faut être un bon dessinateur. Parce qu'après, si vous commencez à graver et vous faites des conneries sur votre plaque, tout est bon à foutre à la poubelle. Alors qu'un papier, bon, vous dessinez quelque chose sur un papier, ça va pas, on le jette. C'est moins grave que de jeter une belle plaque en cuivre qui coûte cher. En gros, c'est faire un dessin d'après nature, beaucoup de dessins et choisir celui qui vous semble le mieux correspondre à une gravure. Et puis, c'est tout. Mais pour exécuter cette gravure, il faut avoir la souplesse dans le poignet, il faut savoir, il faut à la fois être faire des traits très élégants, très subtils, et à peine effleurer le cuir, ou alors appuyer comme un dingo là-dessus pour le côté tragique et tout. Hein. C'est la main qui fait beaucoup. Alors la main du graveur, c'est un peu cet appareil sensible qui va parler ce que vous avez dans le ventre finalement. Bon, à partir de ça, bon, j'arrive, je vais choisir une plaque. J'en ai 36 dimensions. Il m'en faut une qui correspond à peu près au dessin que j'ai dessiné. Et puis, je vais le vernir. Et maintenant, il faut essayer d'arrêter de respirer. Et puis, il faut se lancer. Puis il faut se lancer. C'est l'appréhension, la peur de ça va être foutu encore pour la millième fois. Et je ne sais pas quoi. Et donc c'est fait ça avec quels instruments vous gravez? Ah oui. Alors, normalement, un simple instrument pointu, ça suffit. Une pointe sèche, ça s'appelle? Ouais, ça s'appelle une pointe sèche. Ça, c'est des grattoirs. On peut encore des fois gratter. Mettons que son nez est un peu trop foncé, je peux l'éclaircir un peu. Et ça aussi, dans les yeux, par exemple, si je veux qu'il y ait une petite lumière dans l'œil, je vais me servir de ce outil-là. Ça c'est pour atténuer aussi certaines parties trop foncées, qui sont arrivées trop foncées, pour essayer d'en faire une harmonie partout. Il faut des endroits où c'est fort, et puis des endroits qui vont diminuer. C'est un jeu là-dedans. Après, oui, vous vous lancez là-dedans, vous essayez de tout oublier, ne plus penser qu'est-ce que vous faites ni rien. Vous faites corps avec ce dessin que vous voulez reproduire. Puis, je ne sais pas, il se passe quelque chose il faut absolument que j'arrive à faire ça. La plaque est ensuite plongée dans un bain d'acide, le perchlorure de fer, qui n'attaque que les parties où le vernis a sauté. Puis le vernis protecteur est dissous à la térébenthine. L'encre est étalée sur la plaque en insistant bien du bout des doigts, par mouvement rotatif, pour faire pénétrer peu à peu l'encre dans les tailles. Ensuite, avec une tarlatane, on essuie l'encre à la surface de la plaque. Tiens, regardez, vous allez voir. Vous allez voir ce que vous allez voir. Mais
Alors, ce qu'il faut aussi, c'est laisser un fond. Il ne faut pas trop nettoyer jusqu'au bout, parce qu'après ça fait une gravure nature. Elle manque de poésie et tout. Qu'est-ce qui vous attire dans ces gravures d'animaux? Je sais pas, le côté mystérieux des animaux, leurs yeux surtout, ils ont des yeux. Ils sont toujours sur le qui-vive. Ils savent pas très bien ce qui va se passer quand ils se lèvent le matin. Ils sortent dehors, mais on dirait qu'ils ont le pressentiment qu'un épervier peut arriver, ou un renard échelard qui le bouffe, il le tue. Et même un simple moineau a toujours un regard méfiant, quoi. Et il fait attention à tout. J'ai horreur de ça, de parler d'art et tout. Pourtant, vous en parlez. Ouais, je sais que c'est basé sur le sentiment, mais c'est tout. C'est ça qu'il faut transmettre. C'est un moyen d'expression. Voilà. Et puis même Corot, il dit aussi, quand il dessine un lupin, un arbre, il a une émotion et c'est ça qu'il veut transmettre. Il dit, si vous réussissez à transmettre ça, même si l'arbre est plein de défauts, ou vous en avez rajouté à l'arbre, plus grand, plus petit, on s'en fout. L'essentiel, c'est l'émotion que l'autre va recevoir. Ouais, c'est ça. L'art, c'est ça. Apparemment, Taddeus a toujours travaillé en solitaire, loin des flonflons de la célébrité. C'est parce que j'étais trop sauvage, j'étais trop timide. Et quand quelqu'un aussi intéressé, je me tirais. Et tout. Je faisais tout exprès, comme si je voulais... C'était un peu du suicide mental. Quand on n'ose pas de se foutre en l'air, mais... Et vous ne regrettez pas maintenant d'avoir eu cette attitude? Sûrement, oui. Mais oui et non, parce que moi j'ai eu une belle vie où rien ne m'échappait. Je suis d'une sensibilité terrible. Et tout ce que je vois autour de moi, tout m'enchante, m'émerveille. Je me lève le matin, oh là là. Et je sais que le monde est là, tout est beau, même un insecte. Mais moi, j'ai l'air triste un peu comme ça. Souvent, mes amis me disent « Ça va, oui? Tout va bien ?» Je dis « Ben oui. C'est parce que je suis slave, alors. Mon père, il parlait même jamais. Et puis, c'était la vie intérieure. Moi, je suis tellement rempli là-dedans. Puis j'ai lu des wagons, des camions de livres. Tout ça est là-dedans. Je m'emmerde pas, jamais. Même si je suis assis tout seul, j'ai l'air de m'emmerder, non. Je ressasse tout ça. Je repense à tel écrivain, tout. Puis je me fais la conversation. Comme s'il y avait quelqu'un qui me parlait, puis comme on fait là. Je me fais ça souvent. Un beau jour, Taddeus a pris la décision de quitter sa jolie maison de Savoie, devenue trop difficile à entretenir, et est arrivé à Vézelay pour y passer des jours tranquilles, toujours émerveillé par les magnifiques paysages du Morvan. Le hasard a fait que j'ai connu un peu le Morvan vers l'âge de 30 ans par là. Et puis ça ressemble un petit peu à la Pologne un peu. Je me sens un peu bien ici à cause de toutes ces forêts mystérieuses, tous ces ruisseaux, tous ces étangs, puis tous ces champs, tout ça. Ça me convient, ça me bouleverse. Si je dois avoir ça dans mes gènes aussi, j'ai été connu 10 jours en Pologne.
C'est tout en 84 ans. Mais tout ça doit être emmagasiné dans l'eau. Comme vous dites, les gènes et tout. Voilà. Mais pourquoi justement Vézelay au lieu de la chrétienté au Moyen-Âge? J'ai la foi. Ah, non, mais c'est vrai. J'ai la foi et puis, dans le fond, c'est l'endroit idéal où je voudrais mourir, quoi. Parce que c'est un peu idiot de dire ça, mais j'ai moins peur de mourir ici que de mourir au diable, je sais pas où. Pourquoi? Parce que ici, je me sens plus près de Dieu, sur cette colline. Ah, c'est ça, c'est une histoire entre Dieu et moi. C'est très personnel et j'ai peut-être tort de croire qu'il existe quelque chose, mais j'ai l'impression qu'il y a une autre dimension. Et peut-être que quand on meurt, on retombe dans un domaine de l'esprit et on continue de survivre là dans un autre monde.